Bonsoir et bienvenue sur cette tribune consacrée au monde de l'éducation. La voix de la communauté éducative autour d'une thématique en vue de trouver des solutions idoines pour résoudre des problèmes qui peuvent assombrir les nuages au-dessus de ces secteurs clés de la vie d'éducation. Les mouvements OTS, OTA et les autres sont tous portés vers le souhait d'une résolution du problème des enseignants qui dure depuis la dernière rentrée scolaire pour ce qui est de la phase 2, dans 3 mois bientôt. Pourquoi ne pas résoudre un problème de cette importance pour préserver la quiétude des enseignants et les retenir dans les contenus qui meublent cette profession de qualité? Qu'en serait-il de la valeur de l'enseignement reçu après coup par les enfants à l'issue de cette situation qui n'est pas digne du Cameroun, alors que le premier trimestre court à sa fin? Ça sera l'objet de notre tour d'horizon et la question du soir se trouvera juste derrière. Les meilleures réponses seront primées par notre partenaire Imprimlux, à l'exemple de la meilleure réponse à la question d'hier. Bonsoir et bienvenue une fois de plus autour de 26 minutes consacrées à la communauté éducative. Bonsoir, nous allons accueillir notre invité. Nous allons accueillir notre invité qui est membre de la communauté éducative, qui est donc parent d'élèves. Bonsoir, monsieur Hero Sekwala. Bonsoir Patrick, bonsoir aux téléauditeurs de Intégral Radio qui nous regardent et qui nous écoutent à travers le monde cet après-midi encore, à l'effet d'apporter notre contribution à la bonne compréhension d'un certain nombre de sujets liés justement au carnaval que vous vous êtes fixé sur l'éducation, encore l'éducation pour toute la communauté éducative. Ma première question, quel sentiment avez-vous après presque 3 mois d'interruption de cours pour ce qui est du secteur public, pour ce qui est de l'enseignement secondaire? Alors, mon sentiment peut être décliné à 3 niveaux, tout au moins. Au niveau d'un parent qui est soucieux du devenir de ses enfants parce que consentit autant d'efforts pour envoyer les enfants à l'école et durant des mois qu'ils arrivent à l'école et qui ne parviennent pas à faire ce pourquoi ils sont envoyés à l'école, c'est-à-dire avoir des enseignements. Tout à fait. Ça peut paraître frustrant, ça peut paraître, comme on dirait au quartier, bizarre pour un parent comme moi qui a le souci. Et j'imagine que plusieurs parents sont dans cette inquiétude-là. Tout à fait. Deuxième niveau, au niveau social en tant que maillon essentiel de la société, qui, de mon point de vue, pense que l'éducation est le meilleur investissement pour une jeunesse qui se veut professionnelle et dynamique et contributive des questions liées au développement. Je pense que ce ne sont pas de bonnes nouvelles du tout à penser qu'une jeunesse peut passer 3 mois. Nous ne sommes pas en vacances, elle n'est pas en congé. 3 mois à aller à l'école tous les matins, à ne pas avoir des enseignements. Maintenant, en tant qu'observateur de la scène, membre de la communauté éducative, je crois que là encore, il y a matière à s'inquiéter justement et à interpeller les différentes parties prenantes, quitte à ce que les problèmes tels que soulevés par le personnel de la santé soient examinés entre ces différentes parties prenantes pour que, au plus vite, la situation revienne à la normale. Quel est le sentiment qui vous anime face à ces enseignants qui ont été très bien formés, parce que ça, il faut le dire, maintenant sur le terrain se trouvent aussi butés à ce type d'obstacles? En réalité, les enseignants revendiquent, de mon point de vue, ce qui est de droit. Oui. Peut-être le moment n'est pas bien indiqué. Peut-être la période n'est pas bien indiquée. Il faut entre-temps expliquer à nos followers, nos téléspectateurs, que c'est la phase 2. La phase 1, qui dure depuis l'année dernière, a vu les mêmes revendications ne pas atteindre les objectifs fixés. La phase 2 les oblige à remettre sur la table les mêmes revendications que l'année dernière. Alors, j'étais en train de penser qu'en réalité, les enseignants revendiquent dans la majorité des cas ce qui est prévu par les textes, ce qui est prévu par la réglementation en vigueur, à l'effet donc de leur permettre de se mouvoir convenablement et d'être plus efficaces dans la dispensation de leur savoir. Maintenant, l'administration peut faire face à un certain nombre de difficultés, à un certain nombre de contraintes.
Mais il faudrait que les différentes parties se retrouvent et qu'elles discutent, qu'elles échangent et qu'elles se fassent des promesses et qu'elles fassent montre de beaucoup de volonté dans la résolution de ce problème. On peut ne pas poser des problèmes qui sont tout à fait légitimes. Maintenant, le plus important, ce sont des réponses. C'est du répondant qu'on a en face. C'est la façon dont on aborde des problèmes qui peut poser qui peut être inefficace face aux problèmes qu'on pose ou alors qui peut être inopérant face à la réalité telle qu'elle est vécue sur le terrain. De mon point de vue, je crois que les gens se tiraillent, les gens s'éloignent justement parce que nous ne communiquons pas assez, parce qu'on ne se parle pas. On fait preuve d'arrogance, on fait preuve de mépris. On veut voir jusqu'où la situation peut aller. On veut voir jusqu'où les enseignants peuvent aller avec leurs revendications. Mais comme je l'ai dit, il y a un moment, ce sont les parents d'élèves qui souffrent. Ce sont les élèves qui en pâtissent justement parce que cela va impacter la production intellectuelle à la fin de l'année pour les examens officiels. À quelle moyenne prendront on va donc délibérer les examens de fin d'année alors qu'on sait que le programme a connu beaucoup de perturbations. Il faut préciser que ce programme est établi sur une durée bien définie. Sur une durée bien précise et qui tient compte d'un certain nombre d'événements, notamment les fêtes de la jeunesse, les fêtes de l'unité, les congés de Noël, les congés de Pâques et les vacances. Absolument. Et le calendrier pédagogique tient donc compte d'un certain nombre d'éléments qui permettent donc aux enseignants d'être plus ou moins efficaces tout au courant de l'année. S'il en vient donc que les événements comme des grèves, des mouvements d'humains viennent pendant des mois à freiner l'évolution des activités pédagogiques, je pense que il y a matière à s'inquiéter dans cette actualité. Mais, vous savez, depuis quelque temps, on parle de la communauté éducative. Absolument. Cela signifie que plusieurs maillons, plusieurs parties prenantes, j'aime bien utiliser cette expression-là pour m'adapter un peu aux exigences, au vocabulaire du développement local. Il faudrait que plusieurs parties prenantes mettent chacune du sien pour, en fin de compte, aboutir au résultat escompté. Je veux ici interpeller les parents d'élèves qui, de mon point de vue, on ne les ressent pas beaucoup. Pourtant, ce sont eux qui dépensent à inscrire les enfants à l'école. Ce sont eux qui souffrent à s'occuper de ces enfants, quitte à payer la scolarité, les manuels scolaires, les enseignants et les répétiteurs pour ceux qui peuvent en avoir, assurer la santé de ces enfants. Je pense que dans tout cela, les parents ont aussi un mot à dire. Quelle est la vision des parents? Quel est le point de vue de ce maillon essentiel de la communauté éducative qui sont les parents? On ne voit pas beaucoup les associations des parents d'élèves se prononcer sur la question, qu'on soit au public ou au privé. Oui. Et pourtant, ce sont nos enfants à nous tous dont l'avenir est en train d'être compromis à travers ces mouvements de grève des enseignants. Non, je pense que les différentes parties prenantes doivent se retrouver, doivent communiquer, doivent apprendre également à se faire confiance, parce que c'est aussi cela. Lorsqu'on fait des promesses à longueur d'année qu'on ne tient pas, la confiance diminue un peu. Maintenant, il faudra utiliser les éléments de langage qui font à ce que la partie en face se ravise un peu et qu'elle mette au cœur ou à cœur l'avenir de cette jeunesse qu'elle a la charge de former. Merci pour cet éclairage. On se retrouve juste après cette étémette. À votre avis, selon le dernier élément que vous avez mis sur la table, il serait opportun que les parents ou les associations des parents d'élèves puissent porter leur voix avec celle des enseignants pour peut-être poindre plus haut ces préoccupations afin que ceux d'en face puissent peut-être trouver une réponse idoine à ce
épineux problème qui tient en haleine tout un secteur clé de la vie comme l'éducation? Non, il n'est pas forcément question de ce que les parents d'élèves portent la voix des enseignants. Je crois que les enseignants sont assez outillés pour porter leur voix et suivant l'évolution de l'actualité, la voix des enseignants porte déjà assez comme ça. Parce que au sein de la corporation, il y a quand même les syndicats. Tout à fait. Et vous connaissez la témérité des syndicats, des mouvements syndicaux qui ils portent déjà quand même la voix des enseignants. Moi, j'interpelle les parents à ce niveau où il y a également, il faudrait que chacun maillon de la communauté éducative comprenne un peu les enjeux. Joue sa part de partition, comprenne les instruments qui ont été mis sur place. Comprenne un peu à quel niveau se retrouve le problème et à quel niveau les solutions ont été apportées. Le gouvernement communique, les enseignants communiquent, c'est carrément l'affront de chacun tire de son côté. Maintenant, au milieu, il y a la société civile, il y a les associations des parents d'élèves qu'il faudrait que chacune des composantes cherche à comprendre justement jusqu'à quel niveau l'intervention de l'État est déjà allée, quels sont les fruits que cela peut porter. Est-ce que cela est proportionnel aux revendications des enseignants? Maintenant, qu'est-ce que les enseignants revendiquent? Est-ce que l'apport, les réponses qui sont institutionnellement apportées correspondent véritablement à ce que les enseignants revendiquent? Maintenant, si ce travail de diagnostic est fait, les parents, à travers leurs associations, peuvent maintenant se prononcer sur la partie qui semble la plus lésée dans cette affaire. Le plus important étant de faire l'état des lieux, d'établir les responsabilités et de se projeter. On part du principe que tout travail mérite un salaire. Je crois que c'est le nœud qui est au cœur de ce problème des enseignants. Comment comprendre que au pays de Samuel Eto'o, Roger Mila, de Eros Sequala, de Patrick Zudier, de monsieur n'importe qui, monsieur lambda, madame, qu'on ne puisse pas prendre le temps d'écouter justement les enseignants? Comment comprendre ça? On va se rappeler, monsieur Eros Sequala, à titre de rappel, le Cameroun, pendant des années, représente un phare important pour ce qui est de la formation des enseignants. On a des frères qui viennent des pays voisins, le Tchad, le Congo, ainsi de suite, qui viennent recevoir ici au Cameroun des formations adéquates pour rentrer les maîtres en exergue. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Qu'est-ce qui peut rendre autistes les décideurs politiques ou alors les gouvernants? En réalité, il s'agit des problèmes systémiques. Il n'y a pas que le volet éducatif qui a des lourdeurs en termes de fonctionnement. Vous êtes dans la ville de Douala, il n'y a qu'à voir la physionomie de la ville pour comprendre que réellement, beaucoup de choses ne tournent pas en rond. Justement parce qu'à certains endroits, on fait preuve d'arrogance, il faut le dire. On fait preuve de méprise des procédures. Je pense quand même qu'en termes de procédure, le Cameroun est bien fourni pour ce qui concerne les textes de loi. On sait que quelqu'un qui sort de l'école, par exemple, qui est affecté dans tel village, il va parcourir tel nombre de kilomètres et le principe est que il y a des taxations qu'on fait par kilomètre pour son déplacement, pour sa prise de fonction. Maintenant, au-delà de cette méprise des procédures ou alors des pratiques courantes, il n'y a que l'État peut être lui également en difficulté. Mais lorsque l'État est en difficulté, je pense que la bonne façon, la bonne manière, la bonne méthode serait de communiquer, de dire à ceux qui sont en face la vérité, de dire ok, il est vrai que les textes, la loi et tout ce qu'il y a comme instrument juridique prévoit que telle ou telle chose vous soit réservée, mais compte tenu de la difficulté à laquelle on fait face, il y a aujourd'hui la guerre dans la partie anglophone, les attaques incessantes dans la partie septentrionale, justement qui consomment assez de ressources, mais que l'État s'exprime, que l'État convoque sincèrement les syndicats des enseignants et leur disent la vérité, qu'ici on a prévu faire ça, mais compte tenu d'un certain nombre de réalités, on ne peut pas, mais on met tout cela en réserve lorsque la situation
sera remise à la normale, vous entrerez dans vos droits. Mais si on prêche pas le mutisme, si on prêche pas l'arrogance, si on prêche pas les intimidations, parce qu'on en a également enregistré les administratifs qui prennent des décisions à l'encontre de pièces, qui vont même à l'encontre d'un certain nombre de principes managériaux, je pense que tout cela peut davantage révolter. Ça peut davantage révolter. On se tiraille, on s'insulte, on se méprise, on s'accuse, justement parce qu'on ne se parle pas. Je pense que si on se parle sincèrement, si on s'écoute sincèrement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être résolues. L'État doit faire preuve d'humilité, d'anticipation. Je crois que gérer, c'est aussi anticiper et prévoir. Lorsque les signaux sont au rouge financièrement, il faut dire, il faut communiquer pour que les esprits se préparent. Lorsqu'un esprit est mieux préparé... Permettez-moi de vous arrêter un instant pour vous relancer. Vous dites les signaux sont au rouge. On a vu l'organisation de la CAN avec tout ce qu'on a dépensé comme argent. On a vu la gestion du Covid-19 avec tout ce qui a nécessité des moyens énormes. Est-ce qu'on peut réellement dire, compte tenu des ombres qui ont parcouru ces deux événements, malheureusement, est-ce qu'on peut, à l'issue de cette observation, prétendre que les signaux sont en rouge, qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse, alors qu'on a vu le président de la République prendre celui et dit publiquement qu'il donne des instructions à qui de droit pour résoudre ce problème? Il est justement possible, sans être dans les méandres des archives des finances publiques, il est possible qu'à un moment donné, face à la réalité, les prévisions budgétaires ne permettent pas toujours d'atteindre les objectifs. Cela n'est pas interdit. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que depuis un certain temps, on fait ce qu'on appelle les ajustements budgétaires. Absolument. On fait les ajustements budgétaires justement parce qu'on se rend compte que face à la réalité, le budget tel qu'il est voté et tel qu'il est établi et voté ne pourrait pas permettre d'atteindre efficacement les objectifs. Maintenant, lorsqu'on ne peut pas faire ces correctifs budgétaires, il faut au moins communiquer. C'est ça le souci. Il faut communiquer, il faut appeler les uns et les autres à la vigilance, à un peu de tolérance et de patience, et en tenant compte justement de leurs problèmes et de leurs préoccupations pour leur dire, OK, on est conscient de ce que les textes, la réglementation en vigueur prévoit de vous réserver un tel ou un tel autre traitement, mais face à la réalité, il est difficile de répondre à ces engagements. Il peut arriver que l'État du Cameroun soit endetté. Ce n'est pas le premier État endetté au monde. Mais si on communique avec efficacité, je pense que beaucoup de problèmes peuvent être résolus de façon préventive. Maintenant, si on reste dans l'arrogance, dans le mépris, dans la condescendance, il va de soi que les esprits se surchauffent et les enseignants et les autres corps de métier peuvent forcément revendiquer ce qu'ils ont de droit. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quelque part? Je prends un cas pour sortir de ce sujet. Le fiche du bac, ou alors à la veille d'un examen, dès la rentrée, ou alors le deuxième trimestre, dès l'entame du deuxième trimestre, on demande aux parents d'être à jour pour ce qui est dans le règlement des frais d'examen. Mais on se rend compte qu'après un examen, les frais de correction ne sont pas donnés à temps ou sont donnés partiellement. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un lieu de s'en inquiéter parce que c'est fait preuve d'une mauvaise volonté, entre guillemets? Voilà l'une des choses qui tient en tenaille les enseignants et les fait peur. Est-ce qu'il n'y a pas un climat de confiance qui est brisé ici quand on sait qu'un livre ancien dit « Celui qui est fidèle dans la petite chose le serait aussi pour les grandes choses ». Ce qui, de mon point de vue, me semble préoccupant dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, le fait est réel, parce que jusqu'à une certaine période encore, j'étais très impliqué dans la surveillance des examens. Et parfois, il fallait passer des semaines, des mois et parfois une année avant de percevoir son dû. Non, dans un contexte normal, ce n'est pas bon justement parce que toutes ces dépenses ont été budgétisées et dans ce que les enfants, les élèves payent comme droit d'examen. Tout à fait. Je crois qu'il y a pas mal de ce qui est prélevé pour essayer de couvrir. En réalité, il se pose un problème juste de personnes parce que parfois, ce sont des individus qui manipulent ces fonds, ce sont des individus qui font la planification de ces ressources, ce sont des individus qui les mettent à la disposition
des hommes, il peut arriver que dans une machine humaine, qu'il y ait des éléments qui ne permettent pas toujours à ce que la machine fonctionne normalement et qui créent des pesanteurs pour peut-être se satisfaire individuellement ou satisfaire le groupe social auquel on appartient. Je pense que le souhait serait que les choses se passent normalement et avec beaucoup de fluidité. C'est pour cela que moi, j'ai beaucoup d'espoir sur la décentralisation et le développement local. Figurez-vous que toutes les compétences nécessaires sont transférées aux collectivités locales, aux collectivités territoriales décentralisées, que le délégué régional des enseignements secondaires peut prendre des décisions dans sa région, que le conseil régional peut prendre des décisions pour ce qui est des établissements de sa région et un certain nombre de charges. Je crois que si tout cela est mis en place, la décentralisation, on peut réduire l'effet pervers ou l'effet négatif de ces attitudes qui finalement contribuent à infantiliser les Camerounais. Merci pour votre éclairage et votre passage sur ce plateau Educa Voice qui est la voix de la communauté éducative. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour l'invitation et la confiance. Bonne suite. On se retrouve dans un instant. Heureux de vous retrouver sur la phase terminale de ce plateau ce soir et merci à ce membre de la communauté éducative, monsieur Hiro Sekwala, qui est passé et qui nous a éclairé des multiples réponses qu'il a données. On se souviendra que c'est la question du soir. La question du soir est relative ou alors est portée sur tout ce qu'on a dit, effectivement, ce qu'on a partagé depuis 19 heures. Et la meilleure réponse sera primée par notre partenaire Imprimlux. La meilleure réponse sera primée par Imprimlux. Je tiens à le rappeler. Pour participer, c'est simple. Soit par SMS au 670 70 encore 76 62 670 70 76 62 ou au 696 33 33 89 696 33 33 89 ou encore la page Facebook d'Intégral Radio Vision, une affaire de génération. Il vous suffira juste d'aller dans la page d'Educa Voice, ce plateau, cette émission, et de répondre à la question que je vais vous poser dans un instant. Les meilleures réponses, à titre de rappel, une énième fois, sera primée. La question du jour, la question du soir, autant pour moi, est celle-ci. Comment résoudre, à votre avis, ce dilemme qui traîne depuis 3 mois et qui empêche aux enseignants, nos soldats de la craie, de répondre à l'obligation qui est la sienne? Comment résoudre ce problème épineux qui traîne depuis près de 3 mois et qui empêche aux soldats de la craie de pouvoir résoudre ce problème, cet épineux problème? Vos réponses seront sélectionnées par nos experts et la meilleure réponse sera primée. Ça, c'est la garantie qu'on vous donne autour d'Educa Voice. Educa Voice sur Intégral, c'est aussi une affaire de génération. Merci à tous et à toutes pour avoir été fidèles, pour avoir suivi ce programme. On se retrouvera mercredi lorsqu'il sera 19h pour une autre épisode, pour une autre tranche de ce plateau lié à la communauté éducative, lié au monde de l'enseignement. Maintenant, aux responsables des écoles, c'est une plateforme qui peut vous amener, vous conduire à faire la promotion idoine, adéquate pour votre établissement scolaire. Ne l'oubliez pas. Les centres de formation professionnelle sont également concernés, donc les IPES, les universités. On est la voie qu'il vous faut pour poser autour d'une dynamique les problèmes que vous traversez. Ou alors, quand c'est bien fait, le dit ici que c'est bien fait. Au revoir et à mercredi prochain. Merci.